Donc bonjour à tous, en guise d'introduction, peut-être le sujet de mon texte aujourd'hui, je vais parler de la folie et d'un livre que j'ai lu assez récemment qui s'appelle « Vol au-dessus d'un nid de coucou » en français. Vous pouvez normalement le traduire de manière assez littérale dans vos langues respectives. Et donc c'est une réflexion personnelle sur la folie, sur ce qu'est la folie exactement. Je commence. Chers collègues, chers futurs collègues, chers amis, seuls quelques-uns parmi vous connaissaient mes sujets de prédilection. J'aime souvent parler de sujets scientifiques, certainement parce que j'éprouve énormément d'admiration pour ce que je ne sais pas faire, pour ce que je ne comprends pas, et plus précisément encore, pour être honnête, pour ce que je ne comprends pas, mais que j'estime être en mesure de comprendre. Vous vous rendrez ainsi rapidement compte, par exemple, que je déteste les mathématiques, que je ne suis pas un grand amateur de chiffres, et que j'ai beau les retourner dans tous les sens dans ma tête, je n'arrive paradoxalement pas à trouver une quelconque logique. Bref, trêve de bavardage. Aujourd'hui, je ne voudrais pas vous parler de sujets scientifiques, je souhaiterais vous parler bien d'un livre que je viens de terminer et qui m'a particulièrement interpellé. Ce livre, dont j'imagine que certains parmi vous l'auront lu, s'intitule « Vol au-dessus d'un nid de coucou ». Il a retenu mon attention pour plusieurs raisons, pour deux raisons exactement. Premièrement, parce qu'il est venu me rappeler pour la énième fois que l'on ne connaît pas réellement une langue étrangère. Le livre, ayant été rédigé en 1962, contient énormément de vocabulaire assez argotique, difficile à comprendre. Et, je dois bien l'avouer, il m'a donné quelquefois très mal à la tête. Deuxièmement, ce livre traite du milieu psychiatrique, du début des années 1960. L'auteur s'étant personnellement rendu dans plusieurs institutions pour observer les patients. Parmi les protagonistes principaux se trouve, et vous m'excuserez pour les prénoms, j'essaierai de les prononcer assez lentement, se trouve le chef Bromden. Le chef Bromden est un indigène gigantesque qui feint d'être sourd et qui peut ainsi épier les conversations du personnel et des autres personnes qui sont internées dans l'hôpital. Il y a ensuite McMurphy, qui est également interné et qui est, selon moi, certainement le personnage principal. McMurphy est un vétéran de la guerre de Corée et il est également souvent appelé Mac par ses congénères. Il est réfractaire et il s'est fait interner presque de son gré pour éviter à une peine de prison plus conventionnelle. Il y a également Madame Ratchet, l'infirmière principale, l'infirmière en chef, qui est prête à tout pour faire régner l'ordre entre les quatre murs de son hôpital. Cette dernière incarne le système, que l'on appelle en anglais « the combine ». Et elle incarne la forme de répression la plus ultime. Lorsque McMurphy arrive dans le hall principal de l'hôpital, il a bien l'intention de révolutionner la vie de ses résidents. Pourquoi ne pas organiser un tournoi de basket? Pourquoi ne pas organiser un tournoi de jeux de cartes? Que diraient les patients d'une petite excursion en mer sur un bateau? Très vite, McMurphy se transforme en véritable héros. Ce qui énerve vraiment Madame Ratchet, qui voit en lui l'élément perturbateur qui affaiblit son contrôle sur les patients. Certainement à juste titre d'ailleurs. Mais cette dernière n'entend pas se laisser faire. Le livre nous fait donc continuellement passer d'un état à un autre et il nous fait douter de la véritable condition des personnages. Sont-ils réellement fous? Comment expliquer leur longue période de lucidité lorsque McMurphy arrive un petit peu à les décoincer? Quand peut-on dire exactement que quelqu'un est atteint de folie? Parlons maintenant un petit peu de la folie. L'idée que l'on a de la folie n'a pas toujours été la même. Au Moyen-Âge, par exemple, la folie était considérée comme la part obscure de l'être humain.
celle liée aux forces du mal. Elle était principalement étudiée sous l'angle de la religion et non de la médecine. Au XVIIe siècle, la folie est envisagée comme le contraire absolu de la raison. Les fous sont donc des personnes qui refusent la conformité, la normalité. Et ces personnes doivent à tout prix être soignées. Ce n'est que dans le courant du XIXe siècle que la folie devient un véritable sujet scientifique. Et la folie est alors étudiée comme une maladie. Le fou est alors enfermé et souvent abordé comme un enfant. On se rend compte qu'il existe plusieurs types de folie et donc qu'il existe plusieurs types de fous. Il y a d'une part les personnes qui sont normalement aliénées et qui sont capables de tenir des propos sensés, et d'autre part les personnes profondément aliénées qui ne connaissent malheureusement jamais de période saine. La folie est donc un terme générique. Elle reprend plusieurs pathologies dont les principales, qui sont bien connues, sont la névrose et la psychose. La névrose se traduit par des crises de phobie, de peur extrême, d'hystérie, d'obsession. Il s'agit, selon les psychanalystes et leur maître, Sigmund Freud, que vous connaissez tous, de sentiments internes refoulés. La psychose, le deuxième type de folie, perturbe totalement la perception que l'on a de soi-même et de sa personnalité. Elle est donc beaucoup plus dangereuse et arrive des noms qui peuvent parfois faire peur, tels que la schizophrénie, les troubles bipolaires ou encore les crises de paranoïa. On le constate, la folie englobe une multitude de comportements, ce qui me ramène à ma question principale et initiale. À partir de quel moment est-ce que quelqu'un est cliniquement considéré comme fou ? Je ne m'improviserai pas psychiatre ici, j'ai énormément de respect pour ce métier et les personnes qui le pratiquent. Toutefois, n'emploie-t-on pas le terme fou un petit peu à tour de bras ? N'avons-nous pas encore une vision moyenâgeuse de la folie, en ce sens que tout ce qui n'est pas normal est automatiquement fou ? Nous sommes, selon moi, tous des fous potentiels. Et il suffit d'un instant d'égarement, d'un déclic, pour que nous sombrions dans la folie. Notre meilleure défense est de rester conscient de ce que nous voulons faire, de ce que nous faisons. Si une personne décide de sortir des sentiers battus, de vivre dangereusement, à contre-courant, parce qu'elle veut faire différemment, parce qu'elle ne veut pas être comme les autres, elle n'est pas automatiquement folle, pardon. Elle est tout au plus marginale, différente. Et croyez-moi, heureusement que nous ne sommes pas tous les mêmes. Il y aurait de quoi devenir fou.